Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Tirefest. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet qui est le festival de Cannes. Let's go. On trouvait ça hyper intéressant de revenir sur le développement du partenaire principal du festival qui est TikTok, de voir comment les réseaux sociaux ont bien remplacé le grand journal de Cannes et notamment avec Brut et d'autres on va dire, influenceurs qui communiquent pas mal sur le festival. Donc c'est notre sujet principal du jour. J'espère que ça va vous plaire, mais avant de commencer là-dessus, les gars, comment ça va ? J'ai l'impression qu'on dit tout le temps la même chose. Mais non, ouais. ça va, franchement ça va, je vais pas épiloguer 15 ans cette semaine, ça va. Donc tout va plutôt bien. Pareil. Non, si ça va, on bosse beaucoup. Une petite reco là ce matin sur un sujet qui nous passionne, l'agriculture de demain. Donc voilà, en tant que fils de paysan, ça me passionne toujours. Donc voilà, je suis content. Et pareil, très content de la dynamique actuelle. Je trouve que des beaux appels d'offres en cours, donc je suis content pour la suite et j'ai hâte du coup à la rentrée parce qu'on aura plein de beaux projets. Du coup, les gars, pour vous donner un peu de contexte sur le Festival de Cannes et notamment aussi pour notre communauté qui n'est pas forcément au courant de tout ça, du coup, depuis 2022, TikTok est partenaire du Festival de Cannes. Ils ont bien progressé. Au départ, ils étaient sur la partie série. Du festival. Là, ils se sont développés de manière vraiment partenaire principale. Et à côté de ça, il y a eu des choix qui ont été faits de manière assez importante. Du coup, c'est France 2 et Brut qui communiquent dessus. Et Brut a un parti pris assez créatif de utiliser beaucoup les trends, les formats qui performent pour réussir à documenter tout ça. Ils ont, tout à l'heure, je vous dévoilerai un peu les coulisses de production, mais c'est assez intéressant de voir leur fonctionnement. Et en plus de ça, on a beaucoup d'influenceurs qui débarquent sur le tapis rouge, soit parce que maintenant ils sont de plus en plus présents dans les films, soit parce que du coup ils ont été invités à de nombreuses avant-premières. Première réflexion qui me vient, c'est quand même assez révélateur de quelque chose auquel on croit beaucoup et qui est une des raisons pour laquelle on a fondé l'agence. C'est la place de plus en plus importante que prennent les réseaux sociaux dans le quotidien des Français, mais pas que. Et je trouve que c'est assez emblématique ce qui est en train de se jouer sur le fait que les médias traditionnels sont de moins en moins présents pour couvrir un événement iconique comme le Festival de Cannes. Je trouve que c'est quand même un signal fort. On peut s'interroger sur l'impact que ça peut avoir, je trouve, sur la valeur perçue de ce rendez-vous qui est quand même historiquement caractérisé par le glamour, quelque chose d'iconique, assez timeless, que ce soit dans les partenaires historiques, dans ce que ça évoque dans l'imaginaire collectif. Je trouve que là, il y a quand même un parti pris qui est assez fort et un pari qui est fait qui est quand même assez costaud. Mais moi, ce que je choisis de retenir de ça, c'est que ça vient quand même un peu valider notre thèse de départ, qui est de se dire que l'avenir de la communication et des médias, c'est le social media, quoi. Et pour aller dans ce sens-là, hyper intéressant aussi, c'est la façon qu'ont les stars, les célébrités, les influenceurs pour la montée des marches. Il y a eu plusieurs exemples qui sont assez fous, mais il y a cette culture de comment on va faire réagir sur les réseaux sociaux, comment cette montée des marches va être un moyen pour promouvoir les films. Presque on pense au short qui ressortira de ce Exactement. truc-là. Les interviews, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Vous me parliez tout à l'heure de l'exemple de Raphaël Quenard. Avec son condor, ouais. Se dire comment je fais pour arriver sur le tapis rouge et qu'on parle encore plus de moi, que ça soit dans un sens positif ou pas, parce que tu amènes une mascotte sur le tapis rouge, ça vient dans ce truc de flouter la ligne entre le côté très élitiste, l'image que ça doit avoir le Festival de Cannes pour promouvoir aussi le cinéma, et cette limite où presque les gens viennent jouer, où on pense à Kev Adams qui arrivait avec Michael Youn avec une perruque. Ils savaient que ça allait créer aussi un côté un peu bad buzz, mais ça fait aujourd'hui partie du jeu, quoi. Ils savaient qu'ils allaient avoir le côté un peu ringard du truc. Je pense qu'ils le savaient, ils l'ont assumé et puis ils y ont été, quoi. Et c'est ça aujourd'hui qui fait parler, quoi. Quand tu disais, je pense qu'aujourd'hui tu cumules les vues sur les réseaux sociaux et celles sur France 2. En fait, on n'est plus dans le même cours, et quand nous on répète aux marques, tout commence sur les réseaux sociaux. C'est même le Festival de Cannes qui était un peu dans son entre-soi avec le canal de l'époque, tout ça. Pas plus traditionnel, entre guillemets, exactement, que ce festival. Tu vois, aujourd'hui, on le voit, tu le disais aussi, les influenceurs aujourd'hui ont un rôle hyper important. Ils sont sur le tapis rouge autant que à l'écran. Que les acteurs, quoi. Aussi, tu vois, ils prennent une place importante alors que ils font
Alors des fois ils ont cette double casquette d'acteur, mais pour beaucoup pas du tout. Et ils sont vraiment là en tête de gondole, et donc on voit qu'il y a un mélange des gens qui ne doit pas faire plaisir à tout le monde, je pense, et à raison sûrement, mais ça, en tout cas pour nous, ça montre une vraie évolution sociétale. Et puis après, il y a le Festival de Cannes, puis après tout ce qui se passe autour, on voit toutes les marques, les Nespresso, toutes ces marques-là qui amènent, je voyais aussi Grey Goose, toutes ces marques avec un positionnement plutôt haut de gamme qui vont louer leur villa et inviter full influenceurs. Ouais, c'est ça. J'ai 2 insights à vous donner. Un que je trouve intéressant et je pense que vous allez pouvoir rebondir dessus. J'ai beaucoup au cinéma ces derniers temps parce que j'ai acheté un abonnement. Donc je le rentabilise au max que je peux. Il ne travaille plus chez Tipeee, ça. Après, il va nous dire que c'est pour avoir des idées créatives pour des campagnes. C'est pour parler du podcast. Typiquement, j'ai fait ma veille. Très bien. Et du coup, il y a une bande-annonce pub qui sort et qui tourne en ce moment au cinéma. C'est du coup pour mettre en avant le partenariat TikTok et du coup du Festival de Cannes. Et en fait, c'est un d'influenceurs qui du coup va être par exemple typiquement sur la côte normande, etc. C'est Green Cujo qui est un influenceur Twitch qui faisait Zen avec Maxime Biaggi. Et en fait, ils font une passerelle en disant genre si vous êtes fan de cinéma, allez sur TikTok parce qu'il y a d'autres fans de cinéma qui parlent de sujets, qui font des synthèses de films, qui vont donner leur avis, etc. Et ils ont dans la lignée de ce qu'ils avaient fait sur le BookTok où ils matraquaient pas mal, là ils font la même chose avec le Cinématoc. Ouais. Je sais pas comment il Je sais pas, j'ai plus en tête le hashtag, mais du coup je trouvais ça intéressant de se dire que en fait là leur enjeu c'est que tous les fans de cinéma aillent sur TikTok. Parce que du coup, en fait, on en fait un repère de fans. Et du coup, ils mettent en avant différents créateurs qui parlent d'actualité de cinéma, etc. Et je trouvais ça intéressant de se dire qu'ils ont amené au ciné des TikTokers. C'est format 16:9, la pub elle est canon, magnifique, tournage, etc. qui est assez fou. J'étais voir les stories des influenceurs aussi qui ont participé pour montrer les coulisses de création. Je trouvais ça vraiment de se dire TikTok arrive au cinéma et demain potentiellement TikTok sera le cinéma. Et je pense qu'il y a ce truc la promotion du cinéma demain se fera de plus en plus sur TikTok. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, tu l'as mentionné en passant, mais leur angle, leur pitch, c'est l'angle communautaire. Et je pense que c'est pas anodin. C'est pas juste retrouve les bandes annonces où ils auraient pu avoir un truc de tous les behind the scenes, tous les backstage, toutes les coulisses des plus grands films sont sur TikTok. Ouais. Ils auraient pu avoir une offre, ils auraient pu avoir une proposition de valeur qui soit orientée autour de l'offre de contenu inédite que tu n'as que sur TikTok et pas ailleurs. C'est pas la piste qu'ils ont choisie. Ils ont choisi l'angle communautaire, ce qui est pas anodin selon moi, je trouve. Ouais, qui est des fois même pas, souvent ils se disent plateforme de divertissement communautaire. Je pense qu'il y a un peu de flou. Peut-être juste l'élément où j'étais un peu déçu de TikTok France, c'est ils ont pris, alors je sais plus comment s'appelle un TikToker là qui fait les micro-trottoirs. Et je trouvais ça un peu light, quoi. Je trouve qu'ils vont pas au bout des choses et on voit pas vraiment justement cette notion de coulisses qu'ils ont pu faire sur la pub ou autre. Et en fait là, ce que j'ai envie, moi, c'est d'être dans les coulisses de Cannes. J'ai envie d'être dans les soirées de Cannes. J'ai envie d'avoir tous ces trucs là, quoi. Bon, après des fois les portables sont pas autorisés, mais voilà comment on fait. Peut-être il y a les lunettes méta. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, je trouve que ça manque un peu de... T'as les soirées privées, puis t'as les soirées officielles. Tu parlais de Grey Goose, etc. Exactement. Voilà, tu t'aurais pu tirer... Enfin, tu vois... Ouais, je trouvais que ça allait pas jusqu'au bout. Après, dites-vous, l'année dernière, typiquement, le moment fort un peu de TikTok, c'était le podcast avec Eric et Ramsey qu'ils avaient fait dans un hôtel, etc. Et il y avait ce truc de TikTok sponsorise un podcast avec deux stars qui faisaient venir du coup d'autres célébrités. Et là, ils ont fait un parti pris que je trouve différent, c'est on est sur le terrain. Et j'aime bien ce côté en fait, on n'est pas à côté. Genre, c'est notre terrain, on sera présent. Oui, on fait pas un truc en parallèle d'eux, c'est on est inclus dans l'organisation de l'événement principal, quoi. Et du coup, je trouve qu'ils sont un peu assagis versus un brut, où je trouve que TikTok, ils ont fait le truc en mode bon, on va suivre comme les codes et comment ça fonctionne. Mais en fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils l'ont fait parce que c'est ce que le festival leur a imposé, ou est-ce qu'ils y ont vu une opportunité de redorer leur image aussi? Peut-être, parce que tu pourrais te dire que ceux qui ont le plus à gagner dans l'association, c'est quand même TikTok. Bah oui. Tu vois, en termes de valeur, d'image perçue sur la plateforme. Je pense que le Festival de Cannes, ce qu'ils ont vu, c'est le chèque sûrement. Ouais, j'imagine. Ouais. Et parce que tu vois, moi, le premier réflexe quand on en parlait avant d'enregistrer, ça, plus ce que tu nous évoquais sur Brut, Célio, etc. Je dis, putain, on est quand même assez loin de l'icono historique du festival. Tu vois, on est quand même dans un truc où
en termes de valeur perçue, dans ma tête, Cannes, c'est les stars, les paillettes, le tapis rouge, c'est glamour, c'est les soirées privées sur la plage. Et là, je trouve qu'on s'en éloigne un peu. Donc, c'est plutôt dans l'intérêt de ces partenaires-là qui, eux, en bénéficient, mais pas tant que ça le festival, tu vois. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, en parallèle à ce que tu disais sur Brut et Célio, autre chose qui est intéressante, c'est qu'avant, par exemple, le Canal, quand il mettait en avant du coup des marques ou des produits, c'était beaucoup via l'affichage. C'était soit via les pubs entre les moments, soit il y avait une marque qui était affichée en arrière-plan, etc. Et indirectement, le stylisme des... Exactement. Tu vois, souvent un Yann Barthès qui va se faire habiller par The Couples, par exemple, tu vois. Mais ouais, sinon c'est ce que tu évoquais. Et du coup, la Brut, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'en fait, on va créer des formats divertissants pour promouvoir les marques, notamment Célio. C'est le créateur de contenu Papsan. Vous avez vu, du coup, à Meta, qui va chercher 2 personnes dans la rue en leur disant vous cherchez des places pour la Cannes, hein, c'est un truc qui est important. Il y a beaucoup de gens avec des pancartes, etc. Et il leur dit les gars, je vous offre 2 places. Venez voir du coup monter les marches avec Cannes, mais par contre passage obligé chez Célio pour avoir un costume. Et du coup Célio avait brandé du coup une boutique uniquement du coup avec des costards, cravates vraiment stylés et tout. Et je trouvais ça marrant de l'intégration de la marque de manière très divertissement et très naturelle. Très naturelle. Ouais. En fait c'est logique, tu vas monter les marches, tu dois être bien sapé, viens, je t'emmène chez Célio. Ça aurait pu être une autre marque, voilà. Mais la campagne est très directe, très simple, et je trouve ça très smart. social media. Moi, je trouve ça hyper smart. Et je trouvais ça assez intéressant avec l'intégration de Papsan, l'influenceur, qui du coup permet aussi de valider les choses. Et du coup, en parallèle de ça, et comme on parle de Brut, il y a un truc qui va vous intéresser, parce que du coup, j'ai un peu creusé juste avant qu'on enregistre, c'est la façon dont Brut réussit à créer du contenu. Du coup, Brut, ils ont plein de journalistes au smartphone, des micros, ils en ont une multitude sur tout le festival, et ils utilisent du coup un outil qui s'appelle Moment Lab, je vais pas creuser plus que ça, je connais, qui permet de mettre tous les rushs et tous les éléments sur le seedlink, et cet outil-là permet de faire une recherche via des mots-clés, pour que quand un journaliste veut faire son article ou créer son contenu, il a juste à taper les mots-clés, et en fait il a tous les bons rushs. Du coup, en termes d'agilité, c'est incroyable, quoi. Réactivité. Et surtout, ça veut dire que, comme tu le disais, tu as des sources entre guillemets partout, tu centralises ton flux, tu mets une surcouche de technologie qui te permet de traiter l'information brute de manière hyper contextualisée. Putain, c'est costaud. Hein. Donc typiquement, on va suivre Emma Stone. Il suffit qu'il y ait 4 journalistes qui aient des plans d'Emma Stone à différents moments de la croisette. T'as juste à mettre Emma Stone et là t'as tous les rushs. Emma Stone au début de la soirée, Emma Stone à la fin de la soirée. mais je trouvais ça assez smart de se dire qu'en fait, ils ont vraiment compris qu'il y a un modèle de fonctionnement de journaliste qui fonctionne très bien. Ils l'ont intégré au social media en disant qu'il faut réagir à l'actualité et que derrière, on va devoir couvrir l'événement. Il faut être en capacité de sortir un volume de contenu conséquent sans que ça dégrade la qualité. Et c'est la question que j'aurais pour toi après, c'est comment... Moi, ce que je me pose comme question, c'est la cohérence. Tu vois. Quelle est l'histoire qu'on raconte ou quelles sont les histoires qu'on raconte par rapport au festival, tu vois. Totalement. Et ça, je sais pas trop comment ils l'ont adressé, ce truc. Et pour moi, le risque de ça, c'est quand même ce que tu vois, c'est plein de shorts où tu vois que tu viens susciter une curiosité un peu malsaine. Tu vois, il a mal réagi par rapport au photographe. Tu vois tous ces shorts, même pas que sur TikTok, sur Insta, popés de partout. Tu as l'impression que c'est une accumulation de ça. Et que presque la notion de critique film, tout ça, que TikTok pourrait avoir là-dessus. En fait, ce que ça interroge pour moi, c'est vraiment c'est quoi le message clé qu'on cherche à faire passer et comment ça se matérialise à travers les formats qu'on va créer. Parce que sinon, tu peux vite te retrouver avec une collection de formats qui sont peut-être très social media, il n'y a pas de souci. Mais comment tu mets de la cohérence dans le truc au global. J'ai l'impression que c'est une... Pardon, mais je te laisse après. C'est une accumulation de comment tu fais le plus de vues possible. Et le message, je ne sais pas s'il est si clair que ça. C'est exactement ça. Je prenais l'exemple du coup de l'interview de Pedro Pascal, qui a été assez visible pour la sortie d'un nouveau film dans lequel il est. Ouais, tous les moments qui ont été gardés, c'est pas quand il parle du film, c'est quand il parle de lui en tant qu'acteur, son feeling, comment il est aujourd'hui, etc. Et je trouvais ça intéressant aussi de se dire que Brut, ils sont plutôt concentrés sur les acteurs, sur les hommes, les femmes, etc. Les personnalités plus que sur les œuvres, quoi. Ouais, exactement. Typiquement, ça va intéresser un public beaucoup plus large, quoi. Typiquement, il y a un format, et par contre que j'ai beaucoup aimé, c'est du coup le dernier film de Wes Anderson, du coup qui a été critiqué de fou. Et moi, j'aimais bien aussi ce côté journaliste où en fait ils ont fait un micro-trottoir
où il demande aux gens à la sortie qu'est-ce que vous en avez pensé. Et en fait, d'un côté, t'as les stars qui font la promotion en mode le film est incroyable, trop cool, etc. Et après, t'as les gens public qui ont détesté. Et Brut a gardé ce côté quand même, je pense, où ils veulent pas être sur du full promotionnel. Je pense qu'ils ont ce rôle de journaliste. En fait, t'aurais pu avoir un truc, maintenant que tu le dis, et à la lumière de tout ce qu'on se dit là, je pense que, et je sais pas si c'est comme ça qu'ils l'ont conçu, mais t'aurais pu avoir un message clé qui est on remet le cinéma entre les mains du public. Tu vois, qui est de se dire, que ce soit dans le choix des marques, le choix des formats, le choix des partenaires, tu vois, tu pourrais avoir un truc de, entre guillemets, Cannes redevient accessible à tous, quoi. Plus populaire. Et que ce soit très assumé. Et qu'on casse volontairement ce truc un peu élitiste qui pouvait coller à la peau du festival depuis ces dernières années, quoi. Et que quand tu avais comme média uniquement quasiment la TV, en tout cas le plus populaire, après tu vois un peu la presse, en fait, quand tu interviews quelqu'un, tu peux pas lui dire ton film c'est de la merde. C'est de la merde, quoi. Tu l'accueilles, tu sais que tu vas aller boire un verre après avec lui. Tu peux pas le demander. Donc tout le monde était un peu mignon. Oui, et en fait, puis on va pas se mentir, Canal+, ils sont producteurs de cinéma. Exactement. Donc il y a un truc d'intérêt, conflit d'intérêt. C'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux doivent garder ce truc-là, de être en capacité de montrer quand même la vérité, quoi. Et donc faut pas non plus que, et on le sent là sur un TikTok où t'es partenaire principal du festival de Cannes. C'est compliqué d'être critique de par ta position aussi, là où Brut a peut-être un peu plus de liberté, quoi. Et tu vois, moi, il y avait un truc... pourquoi je pose la question du message clé, c'est que j'avais suivi la couverture par une agence américaine qui donc spécialisée dans le brand content sur les réseaux, qui travaille beaucoup avec équipementiers sportifs, événements sportifs, etc. Et il y a je vais écorcher le nom, mais il y a un événement qui s'appelle Waterpalooza, je crois, autour du CrossFit et tout, et ils étaient chargés de la couverture de l'événement. Et ce que j'aimais bien, c'était que donc, le dirigeant de cette agence-là avait expliqué un peu comment ils avaient construit la façon dont ils allaient couvrir l'événement, la constitution de leur équipe, etc. Et en fait, ce que je trouvais cool, c'est qu'ils avaient un message clé qui était l'accomplissement de soi à travers les épreuves. Et donc, ils avaient structuré ça à travers différents formats qui étaient le avant, le pendant, le après. Donc, c'est sur les différentes épreuves. Ils allaient documenter le avant, comment tu abordes l'événement. Tu vas suivre quelques athlètes sur l'ensemble de la compétition. Comment tu abordes ce truc-là. Ok, on en est à tel stade. Dès la prépa ou sur l'événement? Non, que sur l'événement. On en est à tel stade de la compète, comment tu le vis, psychologiquement, où est-ce que tu en es. Tu vois, aller filmer des images du backstage de chacun à ses petits rituels. Le pendant l'épreuve, qui était beaucoup plus un truc... motivationnel, aspirationnel de tu les vois dans l'effort, les mecs qui grimacent, ils se dépassent, ils se pètent la gueule, ils se relèvent, machin, etc. Et le après de t'as réussi, t'as pas réussi, comment tu le vis, et soit très à chaud, genre sorti de l'event, soit un peu à distance de voilà, t'as eu 1 heure pour digérer le truc, où est-ce que t'en es en termes de mindset, etc. Mais en fait, tu vois, je trouvais que le truc du coup était hyper cohérent. Tu vois, t'avais un truc de voilà ce qu'on cherche à faire passer comme message et voilà comment on va le documenter à travers différents moments clés de l'événement. Et dans la manière dont on échange ce truc, j'ai pas l'impression que ça a été aussi construit. Je pense que Brut documente. Je pense qu'ils sont dans un truc de on pousse de l'information, etc. Et un autre truc que je trouve intéressant avec Brut. Ouais, journaliste plus que communicant. Il y a un truc de média plus que. Après un peu des deux, parce que tu dis, tu vois, après j'ai pas tout vu, mais sur un côté divertissement quand même. Typiquement, niveau ligne édito, pour vous donner un peu des clés, c'est que en fait, à la fois d'un côté, ils sont sur le divertissement, ils montrent des choses avec un angle social media, que ce soit par l'utilisation des musiques, que ce soit par l'extrait qu'ils vont choisir. Tous les jours, ils font un point sur ce qui s'est passé la journée d'avant. Donc, c'est un carrousel qui est hyper intéressant, etc. Et après, derrière, tous les moments forts de la croisette, ils le documentent et ils en parlent comme si c'était un média avec leur ligne édito classique. Il y a un autre truc que je trouve intéressant. Je ne l'ai pas creusé à fond, donc j'ai peut-être approximatif sur le sujet, mais c'est les lives. Du coup, TikTok a créé des lives événementiels. Donc, Brut sur Insta a créé des lives événementiels. Donc, en gros, à chaque... jour, il y avait des moments où il disait à telle heure on va faire un live et du coup vous allez pouvoir poser des questions à vos célébrités, etc. Et ils ont trop bien utilisé la plateforme. Du coup je suis tombé sur un des lives que je trouvais hyper cool et en fait tu pouvais savoir quand tu cliquais tu cliques sur l'icône story de Brut, tu peux savoir quand sont les prochains lives, etc. Et je trouve que pour des gens qui veulent participer au Festival de Cannes sans être présents physiquement, encore une fois ça va dans le sens de ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est aussi que ça rend accessible le festival. C'est-à-dire que là tu as la possibilité, ce qui est
pas possible dans les médias traditionnels, de poser des questions qui seront adressées ou pas, retenues par la personne qui mène l'interview, mais avant, si tu voulais avoir ne serait-ce qu'une chance de soumettre une question à un invité sur un plateau télé, c'était juste pas possible. Alors que là, du coup, tu continues à casser à faire tomber des barrières, à réduire la distance entre... On voit même... J'ai un exemple là de Combini, tu vois, qui ont ramené leur format vidéo club, où d'habitude ils vont dans leur vidéo club. Là, ils ont recréé une pièce vidéo club avec un peu moins de films, mais voilà, ils ont amené pareil Raphaël Quenard là-dedans. Et donc, ils ont aussi, même YouTube s'adapte aussi au format et en capacité de se dire, en fait, là, il y a un prisme faut qu'on soit réactif, faut qu'on soit sur place, faut qu'on arrive à amener les formats qui nous ont fait connaître à ça, quoi. Je trouvais ça hyper intéressant qu'un vidéo club qui est hyper pertinent dans le moment. Réussissent à s'adapter pour être présent sur place. Mais très très fort. Je trouve que là, ce qui se passe autour de Cannes en social media, je trouve que je sais pas si ça va marquer un tournant pour les marques, mais des marques qui vont se dire, quand ils vont voir le truc, ils vont se dire ah ok, c'est quand même intéressant de documenter, d'avoir ce côté où en fait on va à un endroit et en fait on laisse aussi l'imprévu et c'est plutôt l'idée et la vision qui va réussir à créer le bon format au bon timing. Je pense aussi qu'il y a des choses intéressantes à en tirer sur tu vois, des marques comme certains de nos clients qui sont partenaires de clubs sportifs ou d'événements tu vois, dans l'année, des trucs où dans la manière de le documenter, on a encore tendance à être dans quelque chose d'assez... c'est très cadré, quoi. Voilà ce qu'on veut voir à la fin, voilà de la manière dont on veut illustrer l'événement. Là où effectivement, je pense que des fois on gagnerait à aller dans le vestiaire, à aller dans le COP, à faire des choses. Tu vois, et c'est ce qu'on milite pour ça, mais l'année prochaine. L'année prochaine. Merci beaucoup les gars pour cet échange. Comme d'habitude, on va finir sur le podcast sur vos recommandations, des choses que vous avez vues passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui du coup sont intéressantes à partager à notre chère et tendre communauté. Je voulais parler moi de Brut au Festival de Cannes. Bah tu peux. Hein. Non, je commence. Vas-y. Je vais reprendre ça. Et moi, je suis tombé sur, toujours dans cette notion de documenter, je suis tombé sur un format qui m'a happé. C'est un ancien alcoolique junkie qui, en 10 jours, souhaite prendre 100 kilos. Ah, mais je l'ai vu passer ça. Kilos. C'est un mec à Los Angeles. Exactement. Qui est tatoué. C'est un fan de la GIA, de la GIA Auxerre, comme moi, et qui documente toute sa vie, dire comment j'arrive à prendre... j'ai dit je crois 100 kilos en 10 jours, je sais plus. C'est 10 kilos, 10 kilos en 100 jours et mais hyper quoi, pertinent. 10 kilos de muscles Non, de tout, tu vois qu'en fait il est le très fait sec. qu'il soit alcoolique et junkie l'a un peu amoché là-dessus, et donc il dit bah voilà, j'ai stoppé tout ça et maintenant je vous amène dans mon quotidien où en gros j'ai été voir mon médecin. Il m'a dit là il te reste à peu près 3 ans à vivre. Je sais pas quel âge il a, 27-28 ans. Ce qui est relativement peu, ça fait juste. Et donc, il s'est dit, bah, faut que je reprenne ma vie en main. Et ces formats sont incroyables parce que c'est autant cette quête-là que sa vie à Los Angeles où il est pote avec des personnes richissimes, où ils gardent leur kleps. Il est concierge de star. Et donc, c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est exactement ce qu'on dit tu vois, pour nos marques. Documente les choses avec... et je pense qu'il a aussi ce truc-là, il a le bon ton, il a tout, et en fait, il fait quoi. Et c'est assez incroyable. Je sais pas, il est en train vraiment de percer là-dessus, et voilà, donc je recommande. Comment il s'appelle ? C'est un nom Sawyer Erwan. Et il a commencé à percer parce qu'il crée beaucoup de contenu avant. C'est quand il a mis une quête. Mais qui est complètement abusé, hein, parce que je pense qu'il y a un peu de. C'est à l'américaine, quoi. Ouais, c'est à l'américaine. Après, tu vois, tu mettras une petite vidéo, mais. Tu vois, c'est ça quoi. Ça, c'était mon corps il y a 2 semaines. Et tu vois, et donc tu commences à prendre le truc là où qui est hyper truc, et tu as envie de savoir c'est quoi son histoire, pourquoi, et hyper intéressant. Un peu voyeur dans l'approche, mais ça fonctionne quoi. Ok. Toi, Ben? Moi, c'est Rocco, petit compte, 4000 abonnés, que j'adore. On devrait avoir une section Les pépites de Ben avec un petit jingle. C'est les pépites de Ben. C'est un camelot qui a fait des vidéos sur Insta et TikTok où en fait il prend des produits qui sont vendus un peu à AliExpress, etc. Et en fait il en fait des promotions de dingue. Et je trouvais pour une marque e-commerce grand public, tu demandes à un camelot de te vendre ta marque en pub achat média, en ad, etc. Tu peux avoir des dingueries. Et je trouve qu'il a un ton, une énergie qui est assez folle.
Je vais te donner son petit prénom. On veut savoir. Son petit prénom. Son petit prénom. Son grand prénom. Attends, je vous le mets parce que j'ai ma petite pépite, mon petit truc à pépite. Il s'appelle. Oh la vache. Il s'appelle Nourdine. Ouais. Ok. On mettra le. Il s'appelle Malay Nourdine. Et du coup, il est camelot et Trop C'est stylé. excellent. je trouve ça génial. C'est trop bien. Et pour le coup, il me fait délirer à chaque fois. Bon, il est en train de percer. Hein. Je pense pas qu'il va percer, honnêtement, mais je pense que pour une marque qui derrière fait du e-commerce, je pense qu'il y a un truc à jouer sur le côté camelot de Ouais, le vente. bagou. Ouais, le truc, exactement. Je trouve qu'il y a un truc un peu marrant. Et je pense pour que... le coup, je pense que tu peux avoir un vrai côté pattern interrupt Ouais. par rapport à ce que tu as l'habitude de voir en pub sur les réseaux. Quoi. Ouais, Clairement. parce que je l'ai vu en fait exploser sur Facebook. Sur Insta, il s'est lancé et ça. Pour l'instant, ça. On peut encore pas non exploser plus. sur Facebook. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses que je pense sur Facebook les gens kiffent quoi. Ok. Voilà Marocco. Bon, moi, c'est un peu différent, mais comme je suis toujours dans mes sombres bails d'intelligence artificielle, je passe une dédicace à Shubham Sharma, qui a une super chaîne YouTube sur tous les outils no-code, automatisation, IA, etc. Je suis en train d'investiguer la piste de l'utilisation des agents IA dans des use cases très personnels pour l'instant, hein, sur agréger, traiter de l'information beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément. Bref, et Shubham est très chaud, quoi. Donc, shout out Shubham, allez voir sa chaîne YouTube, il fait des tutoriels qui sont juste incroyables. Donc voilà. Et en plus, j'ai eu la chance d'échanger avec lui une ou deux fois. Il est au demeurant très sympathique. Donc, je passe une petite dédicace à Shubham. Voilà. La Trop. bise. Bise à Shubham. Merci les gars pour vos recos. Pareil, la team, n'hésitez pas à nous mettre des messages en commentaire si il y a des sujets que vous voulez qu'on traite. On se retrouve la semaine prochaine et du coup, à très vite. Ciao, ciao.